écosystèmes qui sont de manière permanente, de manière temporaire, saturés d'eau ou non, quoi. Tu vois? Et là, qu'est-ce que je vois comme écosystème d'abord? Dans les substrats, le support physique, solide et saturé de manière permanente, de manière temporaire. Je vois ici les forêts inondées. Il y a notamment les forêts marécageuses. Il y a également naturellement les mangroves. Tous ces écosystèmes, c'est des écosystèmes qui sont saturés d'eau de manière permanente, de manière temporaire. C'est un substrat qui est assez particulier, quoi. Surtout lorsqu'il s'adresse notamment aux mangroves. Parce qu'au niveau des mangroves, en fait, au niveau du sol, cette partie concernée des limons et du vase se dépose sur un support qui est apparemment solide, qui est de nature tourbeuse, quoi, au niveau de la mangrove, quoi. Tourbe, vraiment. Au fond, là, vraiment. Ce qui n'est pas le cas au niveau des forêts, des forêts inondées. Les forêts inondées, ça va te parler maintenant. Mais là aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Ce type de substrat, ce type de sol-là, c'est un sol qui a une végétation qui lui est adaptée, quoi. Si tu veux, végétation qu'on ne trouve que dans ce type de sol uniquement. Tu ne verras pas ces végétaux ailleurs, quoi. Dans ce type de sol-là. Forêt marécageuse, forêt inondée, inondable, forêt de mangrove également, quoi. Il n'y a que des végétaux spécifiques qui sont là, quoi. Et ces écosystèmes-là, disais-je donc, se caractérisent par une pauvreté au niveau floristique. Ça veut dire que là, il y a peu d'espèces, notamment. Il y a une pauvreté floristique, vraiment, par rapport notamment aux forêts sur terre ferme, quoi, qui sont très riches en espèces, quoi, et où la diversité vraiment est évidente, quoi, dans les forêts sur terre ferme. Par exemple, dans les forêts marécageuses, vous avez des choses comme par exemple des plantes comme il y a notamment Alea ciliata, dedans il y a Pandanus candelabrum, pour ne prendre que ces plantes-là. Il y a évidemment, ce qui est bien connu aussi, notamment des plantes comme Cyrtosperma sénégalensé, qu'on trouve que là, quoi. Ils sont harassés, quoi. Qui occupent de manière ferme, quoi, cet écosystème-là. Cyrtosperma sénégalensé. Donc, alors que dans les forêts de mangroves, il a sa végétation propre aussi également. Ici, là, c'est Rhizophora, il y a Vicenia. On trouve également des palmiers spéciaux comme par exemple Phoenix reclinata, par exemple, pour ne prendre que ça. Il y a également notamment d'autres végétaux qu'on trouve dans ce type de forêt, de forêt sur sol hydromorphe, quoi. Également. Mais il faut dire aussi que dans ce type d'écosystème-là aussi, il ne faut pas le perdre de vue, on trouve aussi des animaux qui sont aussi inféodés comme les végétaux à ce type de milieu, quoi. Ça s'appelle soit une diversité de canards, une diversité d'oiseaux, aux morphologies souvent adaptées à ce type d'habitat, quoi. Les pattes sont assez lancées, au bec assez approprié pour élever notamment les vers dans ce type de vase-là, quoi, notamment. Mais il n'y a pas que les oiseaux, mais il y a là aussi des mammifères qui sont là aussi, les mammifères qui sont des amphibiens. Il y a aussi les amphibiens comme les grenouilles. Les grenouilles sont aussi dans ce type d'habitat-là aussi. Les grenouilles, on en trouve là aussi en quantité. Et il y a aussi les singes naturellement. Là, là, au niveau des animaux, les vertébrés, il y en a qui sont autochtones. C'est le cas notamment des
mammifères. C'est le cas des reptiles. C'est le cas aussi des amphibiens. Je pense aux grenouilles, quoi. Il y a des diversités de grenouilles, crapauds, ou sections d'amphibiens. Ceux-là sont plutôt. Mais au niveau des oiseaux, il y en a qui sont sédentaires. Il ne faut pas le perdre de vue. Il y en a d'autres qui sont des nomades, quoi. Qu'on appelle oiseaux migrateurs, quoi. Qui viennent là pour un temps limité, quoi. Voilà pourquoi il y a donc on appelle le site de Ramsar, quoi. Parce qu'on pense notamment à ce type d'oiseaux là, qui viennent là pour le temps temporaire. Mais il y a les oiseaux, donc il faut donc penser donc aux oiseaux qui sont résidents et aux oiseaux qui sont migrateurs, quoi. Vraiment, auxquels le site de Ramsar est pensé, quoi. Vraiment. Et auquel il faut prêter beaucoup attention parce que vraiment ils ont besoin d'eau, quoi, notamment pour leur mode de vie, pour leur habitat et alimentation, quoi. Ces oiseaux-là aussi, vraiment, ça aussi. Mais c'est ça. Et maintenant, si on parle réellement, disons que les journées scientifiques du projet d'appui. Je pense évidemment. Du 17 au 18 qu'en penses-tu de ces journées-là avec les gens qui ont orienté cette journée, surtout monsieur le coordonnateur? Moi, je n'ai pas du tout été là au début, pour ce qui a été dit. Mais quand j'ai suivi la présentation de la deuxième journée là, vraiment, je suis resté un peu dans ma faim. Sur plusieurs points, parce que d'abord, je crois que le travail n'a pas été fait par des spécialistes dans ce domaine. Et puis, ce travail-là, dans 4 parcs, ça demandait beaucoup plus de temps que ça, quoi. Beaucoup plus de temps que ça. Je sais qu'il y a un travail très fin sur, par exemple, un oiseau, bien deux, quel que soit le type de famille auquel il appartient, ça demande beaucoup de temps, quoi. On ne peut pas venir ici pour un temps limité et puis on tire une conclusion, quoi. Ça, c'est un peu vraiment de copier-coller. Moi, j'aimerais d'abord lire tout le rapport pour voir vraiment, pour l'évaluer, quoi. Je ne peux pas l'évaluer après une exposition qui a été bien faite par la dame qui exposait très bien, elle a bien exposé ça, mais on sait comment on arrange des exposés, quoi. Souvent, vraiment des exposés, on sait comment les arranger pour que les gens soient très contents. Mais moi, personnellement, j'aimerais lire le rapport, donner détaillé pour voir d'abord si dans chacun de ces parcs, on a pris en compte tous les éléments. Surtout le Baougoué, le Mont Birigou. Quand on prend en compte tous les éléments d'un parc, je ne vois pas parce que par exemple, si je prends par exemple les végétaux dans un parc, ça demande beaucoup de temps. Un travail immense pour faire un travail sur les végétaux. Au niveau de la Makandé, on a travaillé sur la Makandé pendant presque 3 ans. On a produit un rapport après 3 ans, mais qui n'est pas exhaustif, quoi, en 3 ans. Je dis que c'était des équipes lourdes. Il y avait des spécialistes, notamment des petits singes, des végétaux, des ongulés, des fourmis. Il y a eu aussi sur les rongeurs. Mais c'était un travail vraiment qui a pris du temps pendant 3 ans sur un seul écosystème. Une partie de la forêt d'Isabelle, où on avait là-bas un laboratoire in situ sur le terrain. Les équipes se sont succédées pendant presque 3 ans là, de 93 jusqu'à pratiquement en 95 sur un seul endroit. Et là, le travail était très incomplet. On a essayé de faire un travail approfondi sur les végétaux. On connaît très bien la diversité des végétaux au niveau de la forêt des abeilles. Les familles dominantes, on les connaît maintenant très bien. Vraiment. Les animaux aussi, les ongulés, on a fait un travail sur les ongulés, sur les petits singes également, sur les rongeurs. Mais ça, c'était en 3 ans sur un seul
C'est sur un seul site qui est assez grand, où on est habité de manière permanente pendant 3 ans. Avec des équipes lourdes comme celle de Rennes, par exemple sur les ongulés et sur les petits singes. Or, maintenant, on me dit maintenant qu'on a sur 4 parcs, la production de tête, moi vraiment, ça, je reste à ma fin. Parce que dans un parc seulement, le travail sur les végétaux, ça prend beaucoup de temps. Les inventaires, identifier la diversité, les familles dominantes. Vraiment, au niveau des espèces arborescentes, du temps, notamment, le travail sur les primates, quels sont les singes qui sont dans ce parc-là, les grands singes, les petits singes, comment se partagent les disponibilités alimentaires, est-ce que ce travail a été fait? Je demande. Sur les ongulés également, quels sont les types d'ongulés qui sont dans chaque parc également? Quels sont leurs rapports à l'alimentation, aux fruits de forêt? C'est ça. Et notamment, le partage de tous ces aliments au niveau des vertébrés. Est-ce que ce travail a été fait? Moi, je reste à ma fin. Je pense également au niveau de certaines personnes traversées par des cours d'eau. C'est un travail a été fait sur notamment les poissons. Sur les invertébrés, notamment de ces cours d'eau-là. Je pense aux crevettes, par exemple, de prendre que ça, il y a aussi d'autres invertébrés dans ces cours d'eau-là. Ça a été fait dans le fort, simplement. Il n'y a pas que ça. Je pense également aux vecteurs de parasites. Ces invertébrés-là, les vecteurs parasites-là. Le travail a été fait, on a, je n'ai pas entendu seulement. Un écosystème, quelque chose. Il faut le prendre dans son ensemble. Ne pas prendre uniquement qu'une partie des aliments. Quel travail a été fait là-dessus, notamment la pédofaune. Est-ce qu'on fait ce travail sur la pédofaune? Sur la pédofaune, ce travail a été fait. Ont-ils caractérisé, notamment ces parcs-là au niveau pédologique? Moi, je doute fort. C'est un seul parc, c'est tout ça là. La dimension pédologique, microbiologique du sol, la dimension des invertébrés au niveau du sol, les végétaux au niveau du sol, les vertébrés. Ce travail a été fait. Au niveau des mammifères, qu'est-ce que les mammifères sont là? Les reptiles, les oiseaux, également, les amphibiens, également, dans le coup des poissons. Ce travail a été fait. Moi, je connais ça, moi, je reste à ma fin. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez pour... On me dit que ça a été fait dans 4 parcs. Il ne faut quand même pas prendre fort. Nous ne parlons même pas des rapports entre les hommes et puis ces écosystèmes-là. Hommes et faune. Parce qu'on nous a dit que... On nous a dit que vers le mont d'Iloubou, il y a des gens qui font de l'exploitation de l'or. Oui. Ça c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Quels sont les rapports? Quels sont les rapports d'abord entre les populations et puis l'écosystème en tant qu'unité floristique et en tant qu'unité hébergeant des animaux? Quels sont les rapports entre les animaux terrestres et aquatiques? La chasse, qu'est-ce que c'est des chasseurs? Quel type de chasse ils font? Au filet, au fusil, au piège? Je ne sais pas. La pêche, quel type de pêche ils font? Ils empoisonnent le cours d'eau, machin? Moi, je ne sais pas. C'est la recherche d'or, là, ça c'est des exploitations qui sont tout à fait du type artisanal où les gens veulent avoir la même. Mais moi, je pense aux activités qui lient l'homme à la forêt depuis des siècles. Comme par exemple les populations qui habitent par exemple la zone du Cap. Ils sont liés à la mer. Ils consomment que les produits de la mer et de ceux qui sont sur la zone métique. Mais les peuples qui sont dans la forêt, il y a des rapports entre eux et puis la forêt. Des rapports avec la dimension, la partie flore de la forêt, la partie animale de la forêt, terrestre et puis aquatique, tout ça vraiment. On fait tout ça là vraiment. Tu comprends vraiment la chose. Voilà. Ça. Oh, merci M. Posso pour
ton apport pour que ce que vous avez constaté lors des journées scientifiques. Non, moi, mais c'est que moi, je n'ai pas, j'ai pas été lors des premières journées, c'est vrai. Je n'ai pas été présent. Vous étiez à la deuxième journée. Mais moi, je présente uniquement ce qui doit être fait quoi, au niveau d'un parc. Parce que j'étais dans le Maine Biosphère pendant plus de 20 ans. Dans le biosphère. Le comité national MAB gabonais. J'ai assisté au réunion du conseil du MAB à Paris. À Paris. Je sais comment ces problèmes de recherche se posent en termes dans les parcs nationaux, dans le monde entier. C'est là-bas que vraiment on en débat. Donc, dans un écosystème, il ne faut pas prendre les choses comme ça, comme un pique-bœuf. Non. Il faut prendre en compte tout l'écosystème à toute sa dimension. La partie climatologique. Il y a les géographes qui ont fait ça. La partie sol. Il y a la partie physique du sol. La partie biologique du sol. Il y a la partie flore. Il faut faire des inventaires par des spécialistes. Il y a la partie faune. Il faut beaucoup de spécialistes qui s'y connaissent très bien en la matière. Spécialistes des ongulés. Et même dans les ongulés, il y a même des spécialistes, par exemple, sur notamment les grandes antilopes, comme le Satutunga, ou bien le bongo, ou bien par exemple les buffles, ou bien les éléphants. Comme il y en a qui sont spécialistes des antilopes. Moi, je sais qu'au niveau de Makoko, par exemple, là, l'équipe des pimpons, François Fer, c'était des céphalophes. Tu n'as pas demandé à François Fer de te faire un travail sur, par exemple, sur le potamochère. Non, c'est pas son domaine. Lui, c'est uniquement le ongulé, mais de type céphalophe, Dorsalis calipigus. Ça, il connaît. Vraiment. Et c'est comme au niveau des primates aussi. L'équipe des pimpons, c'est les sécopithèques. Ne demande pas de faire un travail sur, par exemple, sur les mandrilles, bien sur les chimpanzés, les gorilles. Or là-bas, qui a fait ce travail là-bas sur les gorilles, sur les chimpanzés, les petits singes? Alors, il y a le rapport entre ces animaux et puis la forêt. Par rapport avec l'alimentation. Comment ces animaux, qui sont les frugivores, se partagent-ils les disponibilités alimentaires de la forêt? Comment ces animaux se les partagent? Est-ce qu'ils ont fait ça? Là, je crois que vraiment, ils sont restés silencieux là-dessus. Il n'y a pas que ça, il faut prendre aussi, comme je l'ai dit aussi, les vecteurs de parasites. C'est ça. Ont-ils fait ça? Non. Moi, je ne crois pas qu'ils aient fait ça. Dans la forêt, il y a beaucoup de vecteurs. Il y a les moustiques de forêt, il y a les chrysopes, il y a beaucoup de machines, les mouches, et tout ça. Ont-ils fait ça? Non. Alors, tout ça. L'écosystème aquatique, là. Ont-ils fait les inventaires de ces poissons-là? Les vertébrés, l'aquatique, notamment les crevettes, les reptiles. Tu fais un travail sur les reptiles. C'est ça. Ensuite, tu as quoi la fin? Le rapport entre les hommes et puis le l'écosystème. Bon, merci M. Posso pour la faune. ces propos. Merci. Par rapport au écosystème aquatique et terrestre, quels sont les rapports en population et puis c'est milieu. C'est ça. Alors, tu vois? Bon, merci. C'est M. Posso, chercheur au CNRS et aussi président du comité scientifique de l'ONG H2O Gabon. Merci. Et puis ancien, oui. Directeur scientifique du comité national MAB. MAB, ok. Maine Biosphère, qui a son siège à Paris, à Fontenoy. D'accord, merci.